C'est intéressant de pouvoir en parler parce qu'on pense que une directrice éditoriale passe beaucoup de temps à lire des manuscrits. J'adorerais ça. Je le fais, mais plutôt dans mes heures perdues, parce que le reste du temps, c'est vraiment un travail qui est pluridisciplinaire, que ce soit bien évidemment, et la première des choses, c'est le rapport et le lien qu'on a très fort avec nos auteurs. Et on doit être toujours là pour eux, les écouter, parler, raconter là où on en est, où en sont les ventes, si c'est pas les ventes, mais que c'est la préparation du manuscrit, travailler sur le manuscrit. Donc il y a vraiment un très gros lien qui se tisse avec les auteurs. Et souvent on dit qu'un peu l'éditeur peut jouer le rôle de la maman, de la nounou, de la psy, enfin à peu près tous les rôles, parce que c'est effectivement un lien très particulier qui se tisse. Donc ça, c'est, je dirais, une des premières choses qui est très importante. Ça vaut pour un éditeur et une directrice éditoriale. Pour le côté direction éditoriale, je dirais qu'il y a une grande part aussi, bon d'abord de gestion de planning et de gestion de l'humain, hein, puisque mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que l'ensemble de tous les titres qu'on a programmés pour une année entière sortent en temps, en heure, avec le niveau de qualité exigé et avec effectivement tous les éléments commerciaux disponibles, prêts aussi en temps et en heure. Mais aussi toute la partie, elle est non négligeable, toute la partie commerciale, c'est-à-dire la diffusion-distribution, qui est en fait un peu le nerf de la guerre pour un éditeur. Eh ben, on n'a pas envie que ça s'arrête du tout, du tout, du tout. Beaucoup d'émotions. C'est vrai que on a un peu du mal à y croire parce que c'était une aventure au long cours et que c'est quand même encore quelque chose aussi de peu habituel parce que tout est difficile aujourd'hui et résister dans le temps, ça l'est aussi. Donc déjà, c'est le fait d'être là, on réalise pas et après on se dit mais non, ça va pas s'arrêter, ça n'est pas possible. Et heureusement, notre auteure Jodie Taylor, elle non plus en fait, elle n'a pas vraiment réussi à s'arrêter puisque de cette aventure qu'elle a terminée là, en revanche, elle a une série dérivée, un pin-off des Chroniques de Sainte-Marie sur lesquelles nous sommes en train, en tout cas pour l'instant, de travailler en off en se demandant si on va pas continuer l'aventure parce qu'on a trop de mal à quitter cet univers, cet humour, cette écriture et que il y a encore pas mal de choses à envisager. Moi, quand je l'ai rencontrée, découverte et publiée, elle en était, je pense, à peu près au troisième tome. Donc, on a effectivement vécu un peu l'aventure ensemble. On a vécu aussi le moment où elle a changé d'éditeur en Angleterre. Donc, il y a eu tous ces moments qu'on a traversés ensemble. Et c'est vrai que ça fait du temps, 7 ans. Donc, il y a eu le prix, parce que nous, on a eu le prix de l'Uchronie Tout à Actu fait. SF. Le moment où elle devait venir pour le récupérer, on devait enfin se rencontrer, mais c'était le Covid, elle n'a pas pu. En fait, on vit effectivement des aventures tout au long de ce temps de publication. Et elle, en fait, elle a été vraiment portée par son personnage, son héroïne, Madeleine Maxwell, qui est effectivement une historienne qu'on adore et qu'on a envie de suivre d'un tome à l'autre. Ce qui m'a beaucoup plu dans les Chroniques de Sainte-Marie, c'est qu'effectivement, il y avait un pont très naturel avec nous, nos publications, puisqu'on a commencé avec le roman historique, et que là, le pitch est d'une simplicité, et ça joue quand même souvent parce que c'est un révélateur, c'est-à-dire que l'histoire des Chroniques de Sainte-Marie, c'est dans cet institut un peu particulier de Sainte-Marie, les historiens n'étudient pas l'histoire comme n'importe quel autre historien, ils vont visiter le passé et ils vont le vivre, puisque c'est donc de la science-fiction et dans les Chroniques de Sainte-Marie, les historiens ont trouvé le moyen de remonter le temps. Ils ont la fameuse machine à remonter le temps, à voyager dans le temps, la capsule, la fameuse capsule, et ils s'en servent pour remonter le temps et pour aller observer les plus grands événements historiques qui peuvent avoir jalonné l'histoire de l'Angleterre, mais pas que, celle du monde. Et leur objectif, c'est d'aller juste valider que les événements se sont bien passés tels que les historiens le racontent aujourd'hui, mais surtout pas de toucher au fil de l'histoire. Bien Tout à évidemment, fait. ça se passe jamais comme ça. Il se passe toujours des aventures un peu folles pour ne surtout pas toucher au fil de l'histoire. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on va lier en fait des événements historiques forts sur lesquels Jodie Taylor
travaille réellement et nous donne en fait une vision très réaliste parce qu'elle nous plonge dedans. Et puis après, il y a l'aventure qui se déroule sur les 14 tomes avec une héroïne, avec tout un monde, puisque dans cet institut, on est un peu dans un monde à la Harry Potter où c'est un peu clos et tout est très structuré. Et c'est ça qui fait, je pense, aussi l'addiction à cette série. Alors ça, c'est évident. Je pense que tout le monde se pose la question. C'est tellement visuel en plus et tellement fort dans les personnages et dans les histoires et dans les aventures que oui. Et oui, elle a été approchée pour ne rien dévoiler parce que c'est assez officiel par Netflix notamment. Mais vous savez Waouh. combien c'est long? Ah, Et donc, pour l'instant, on en est encore aux options, etc. On n'est pas dans le concret, on n'est pas encore dans la période de production. Donc, c'est pour ça que on peut pas compter là-dessus pour l'instant en termes de promotion, ce qui serait vraiment génial pour la série, pour l'auteur, pour nous en tant que maison d'édition, parce que ça lui donnerait une autre dimension. Alors oui, c'est vrai que les fans, et c'est ce qui montre qu'il y a vraiment quelque chose de très particulier, tout de suite, on a senti qu'il y avait un espèce un réseau de fans qui se créait. Donc, bien évidemment, alors énormément sur les réseaux sociaux, on communique beaucoup sur tout ce qui est en cours à venir. On leur répond aussi parce qu'il y en a beaucoup qui nous écrivent, qui nous demandent où en sont les tomes à venir, où en sont les short stories, parce qu'il y a des nouvelles aussi que publie Jodie Taylor. Donc, on a réussi à publier, mais c'est vrai que c'est encore un autre temps. Donc, en fait, il y a, via les réseaux, la capacité, effectivement, de pouvoir répondre et donner les news au fil du temps, et heureusement. C'est vrai que Jodie Taylor elle-même est hyper sollicitée en Angleterre notamment, et elle a aussi son propre compte. Donc même nous, nos lecteurs français la suivent elle aussi mhm. et voient un petit peu son actualité. Et là, avec l'arrivée de Pocket, puisque comme vous le disiez, à partir de la sortie du dernier tome, le 14, eh bien Pocket va publier les tomes et les publie là, parce que c'est sorti au mois d'octobre, les deux premiers en version poche. Et ça, c'est super parce que ça va élargir encore le public. Et à cette occasion-là, on est en train, effectivement, là, je vous le dis en avant-première, de tout faire pour que Jodie Taylor puisse venir l'an prochain en France rencontrer ses lecteurs dans un des grands salons de l'imaginaire en France. Nous, notre travail fondamental, c'est construire notre image et de construire notre notoriété parce que on fête nos 30 ans, mais en littérature, ça fait bientôt 12 ans qu'on s'est lancé en littérature. Donc, on est quand même jeune par rapport au temps long de l'édition. Et donc, nous, notre travail, vraiment, il est au quotidien sur le fait de se faire bien identifier, que les libraires sachent exactement comment on travaille, ce qu'on publie et avec quelles exigences. Donc, cette série, elle nous a permis vraiment de montrer aussi notre travail de qualité et sur un temps long auprès des libraires et aussi auprès des libraires de l'imaginaire parce que vous savez, tout est assez quand même sectorisé, codifié, c'est normal, il y a tellement de publications tous les jours. Mhm. Donc ça nous a ouvert un peu les portes, je dirais, de l'imaginaire, qui pour moi est un genre qui est vraiment très intéressant parce que les auteurs de l'imaginaire ont un esprit extrêmement ouvert, souvent presque scientifique aussi, sur l'avenir et sur ce à quoi on peut s'attendre, c'est qu'il y a des auteurs d'imaginaire qui aujourd'hui sont sollicités presque même en politique pour prévoir ce qui peut arriver. Et Mhm. je trouve que ce domaine-là a vraiment beaucoup à nous apprendre. Je reste très prudente, exactement. Mais il se peut qu'on continue avec Jodie Taylor sur une série qu'elle est en train, elle, d'écrire dans laquelle elle est vraiment totalement plongée. Et de ce que j'ai entendu, tous ceux qui ont adoré les Chroniques de Sainte-Marie sont carrément fans de cette nouvelle série. Donc, c'est D'accord. plutôt très bon signe. Ça, c'est la première chose. La deuxième, dans le domaine de l'imaginaire, on a un auteur en 2025, et c'est pareil, je reste prudente, mais on a un auteur en 2025 dont on va très certainement publier la trilogie, et ça sera un très gros événement pour nous et pour la maison, parce que c'est un auteur, comme je vous le disais, avec ce côté visionnaire, et qui pour moi a énormément à apporter
au-delà du monde de la littérature, je dirais, à notre société aujourd'hui qui est un peu en perte de repères ou même plutôt, au-delà même des repères, en perte de capacité de projection dans l'avenir. Et je pense que ça, on a beaucoup, beaucoup à gagner à écouter ces auteurs qui sont d'une grande vision et qui sont particulièrement intéressants. Donc voilà, on a des très beaux projets pour 2025.